Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Vous le savez, le Conseil constitutionnel a donc rendu son verdict sur le projet de loi de finances et l'annulation de plusieurs dispositions du budget 2013 remet donc l'ouvrage sur le métier et nous offre l'occasion toute trouvée d'en parler pour vous apporter un maximum d'éclairage et mieux comprendre toutes les subtilités du jeu constitutionnel. On le fait grâce à Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes associé et gérant de Vitam. Un petit mot déjà un peu factuel sur la censure du Conseil constitutionnel. Quels sont les points majeurs à côté desquels il ne faut pas passer ? Je voudrais revenir sur deux points majeurs à mon sens. Un qu'on avait déjà développé à cette antenne, c'est la censure du plafonnement de l'ISF. Donc le plafonnement de l'ISF, vous savez qu'on ne peut pas avoir un taux d'imposition supérieur à 75% des revenus. Et ils avaient pris en considération, le gouvernement, dans le projet de loi de finances, dans son article 13, non seulement des revenus réels, mais également des revenus virtuels, des revenus latents, ceux qui ne sont pas réalisés par le contribuable. Eh bien, ça a été retoqué. Le Conseil constitutionnel a retoqué pour une méconnaissance de l'exigence de capacité, de la faculté contributive, des redevables, puisque bien évidemment, les revenus étant non réalisés, ils ne peuvent être considérés comme étant appréhendés par le contribuable. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le Conseil constitutionnel a retoqué la taxe de 45%. Pour une raison simple, c'est une méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques de chacun des contribuables, puisque le projet de loi de finances présentait... La taxe à 75%. Pardon ? La taxe à 75%. À 75%, pardon, j'ai dit 45%, donc les 18% supérieurs pour arriver à 45%. Donc sur un point précis, c'est qu'on raisonnait non pas au niveau du foyer fiscal, mais on raisonnait au niveau de l'individu. Et c'est sur ce point-là que le Conseil constitutionnel a retoqué la loi de finances qui était votée, donc c'était plus un projet. C'était plus un projet. Malgré tout, ça déséquilibre le projet de budget parce que le gouvernement a l'air de dire il y a quelques centaines de millions. Il y a deux points importants aussi sur la décision du Conseil constitutionnel. Le premier, c'est qu'il faut raisonner non pas impôt par impôt, tel que la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel nous laissait penser, mais laisse entrevoir l'idée qu'il convient de raisonner tout impôt confondu, en cumulant toutes les taxes. Ça, c'est quelque chose quand même de très important. Donc, le gouvernement devra, dans sa nouvelle mouture, prendre en considération ce point-là. Et puis, le second point, c'est qu'il laisse entrevoir aussi l'idée qu'au-delà de 75%, on pourrait avoir un taux confiscatoire. Donc, sur ce point-là, bon courage au gouvernement pour essayer de trouver quelque chose qui puisse être conforme à, je ne vais pas dire cette nouvelle jurisprudence, mais cette nouvelle décision importante. Et pourtant, on a besoin de la fiscalité pour mettre à l'équilibre nos comptes publics. Comment est-ce qu'on se situe aujourd'hui si on essaye de prendre un peu le pouls et de comparer finalement Alors, la France... au plan fiscal, Jérôme Cahuzac a rappelé hier qu'on ne pouvait pas demander plus aux contribuables. Et je rappellerai qu'aux contribuables, on est en France, nous, le pays qui taxe le plus. Donc il taxe le plus, non seulement au niveau des particuliers, mais au niveau des entreprises. Après Cuba quand même. Pardon ? Après Cuba. Oui, donc je parle des pays de zone OCDE. Donc, et notamment sur le plan de la taxation des entreprises, une étude d'un cabinet anglo-saxon l'année dernière a situé la France sur 185 pays étudiés, 169e. Et je rappelle qu'en 2011, on était 164e. Donc on perd en compétitivité fiscale. Et on perd en compétitivité fiscale non seulement au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des particuliers. C'est-à-dire ? La France taxe un impôt sur revenu, non pas à 75%, puisque ça a été retoqué, mais déjà à 64,5%. Et c'est le plus fort taux des pays de la zone euro. Alors comment on arrive à 64,5 juste pour que ce soit bien clair dans l'esprit? Alors on arrive à la tranche marginale de 45%, la nouvelle, celle qui a été décidée, votée et pas retoquée, et auquel on rajoute 15,5% de CSG-CRDS, donc plus la contribution exceptionnelle de 4% au-delà de 500 000 ou 1 million d'euros. Mais je rappelle que cette taxe, cette contribution exceptionnelle, s'applique non seulement aux revenus réalisés au titre d'une année, mais également aux revenus qui auront pu être générés au cours des années précédentes et qui ont été réalisés au titre d'une année. Par exemple, des plus-values de cession de valeur mobilière. Donc ça nous fait un taux de 64,5, c'est le taux le plus important. Donc sur ce point, on est bien en retrait du taux moyen des pays de la zone euro. Quelle serait la solution une fois qu'on a fait ce constat, Benoît? J'ai envie de dire, il faut peut-être qu'on apporte aussi notre pierre à l'édifice et qu'on donne quelques pistes à notre modeste étage. Eh bien, les pistes, elles sont connues. Donc on ne peut augmenter indéfiniment les impôts. Donc il s'agit donc de juguler les dépenses. Et je rappellerai que dans le budget 2013,
on a un déficit donc, de 61 milliards cette année. C'est-à-dire qu'on creuse la dette. Et au-delà même de cette dette que l'on creuse, on a les charges de remboursement de la dette antérieure et des intérêts qui est de 100 milliards. Ça fait plus de 160 milliards qui sont financés par les marchés. C'est extrêmement conséquent. Je rappelle que le budget de l'État, il est de mémoire de l'ordre de 270 milliards. C'est-à-dire que ça va nous placer premier, je crois, ou deuxième, ou au coude à coude. En termes d'émissions l'année prochaine. On a parlé une centaine de milliards, je crois, d'émissions. On a parlé d'énormément de choses, mais presque pas des entrepreneurs. Pourtant, c'est eux qui avaient, on va dire, un peu pourfendu cette première version du projet de loi de finances. Oui, parce que les entrepreneurs, non seulement ils risquaient d'être taxés à 75%, mais ils seront taxés sur leur plus-value de cession de valeur mobilière, sur les plus-values de cession de leurs entreprises. Si jamais ils ne sont pas considérés comme des actionnaires actifs, car vous savez que dans le projet de loi de finances, on va distinguer les actionnaires actifs des passifs, donc les passifs étant ceux qui n'ont pas de fonction opérationnelle ou qui détiennent un seuil de participation dans l'entreprise inférieur à 10% de mémoire. Eh bien, ces entrepreneurs risquent d'être taxés à 64,5%, ce qui est extrêmement rédhibitoire. Ça, c'est le premier point. Puis le second point, c'est que la France a une spécificité aussi. On est le seul pays au monde à connaître l'ISF, enfin, pays développé. La Suisse peut l'avoir dans le cadre du forfait, mais c'est un peu différent. Donc, on est le seul pays au monde à connaître l'ISF. Et l'ISF, le taux, je vais donner un taux moyen, donc entre 2,5 millions et 5 millions d'euros, on est à 1%. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir payer cet ISF? Qu'est-ce qu'il faut produire? Eh bien, la richesse qu'il faut produire, on ne peut pas la trouver sur les marchés. Je rappelle que les emprunts d'État à 10 ans en France, ils sont d'ordre de 2%. Si on enlève 64,5 à 2%, il reste 0,71. Or, l'ISF est de 1%. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre des risques pour pouvoir payer un impôt. Et là, le problème se pose de manière très, très accrue, j'allais dire, pour les entrepreneurs français. Du coup, concrètement, si on évite la polémique belgo-russe, ça donne quoi en termes de conseils pour un client qui vient Premier conseil, c'est d'essayer de juguler les revenus qui sont frappés par l'impôt. Donc là encore, privilégier des enveloppes de capitalisation, que ce soit le PEA pour les actions françaises européennes, que ce soit des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation, de sorte à ne pas matérialiser les revenus qui peuvent être générés au sein de ces enveloppes-là, ni les revenus, ni les plus-values, puisque l'on sait, grâce au Conseil constitutionnel, que ces revenus ne seront pas pris en considération dans le cadre du plafonnement. Donc ça revalide, on va dire, la stratégie des enveloppes. Ça revalide toutes les stratégies de capitalisation, que ce soit au sein d'enveloppes qui bénéficient d'une fiscalité privilégiée, mais aussi également, ça valide les structures de détention qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés et qui ne distribuent pas nécessairement. Eh bien voilà quelques clés pour mieux réagir face à cette censure du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup Benoît Lombard.